Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis allé au cinéma récemment voir Gladiator 2. C'est un film que j'attendais immensément. Déjà, j'ai beaucoup apprécié le premier opus, qui était sorti un an avant ma naissance, qui mettait en avant l'aventure de Maximus face à l'empereur Commode, un empereur terrible tel qu'il nous l'est présenté dans le film. Aujourd'hui, on va parler plutôt de Gladiator 2. Mais alors attention, sous un angle assez précis, il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà sorties pour nous présenter le film, sa réalisation, faire un peu une analyse de la vision de Ridley Scott. Moi, je veux vous proposer quelque chose d'un peu plus précis concernant les deux empereurs Geta et Caracalla, une vision un peu plus historique. Ici, on va rentrer dans le détail. Alors, c'est parti! En avant-propos, quand même, j'aimerais rappeler que je suis moi-même un très grand fan de la Rome antique. Plus que ça, je fais de la reconstitution romaine. Je vous ai d'ailleurs fait quelques shorts pour présenter l'équipement du légionnaire romain. Donc, en ce sens, je me sens un peu légitime pour vous parler aujourd'hui de ces deux empereurs et surtout voir dans le détail qu'est-ce qui diffère entre la vision de Ridley Scott, telle qu'elle nous l'est présentée dans le film, et la version historique de ces empereurs, telle qu'elle nous est ramenée à la fois par les historiens, les archéologues, les récits qui nous sont parvenus. Bref, on va voir ça. Avant de rentrer dans le détail, je précise que ça reste un film, d'autant plus que Ridley Scott ne s'en est jamais vraiment caché. Comme pour le premier Gladiator, on est ici sur des films très romancés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des biopics. On ne voit pas la vraie vie des deux empereurs telle qu'elle est historiquement. Ici, on a une sorte de roman qui est fait autour d'ailleurs d'un personnage totalement fictif, Lucius. Dans le premier film, c'était Maximus. Donc, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la vision qui nous est présentée de Geta et Caracalla. Pour commencer, petite mise en contexte historique, les empereurs dont on parle, à savoir Geta et Caracalla, se situent ici, juste après le règne de Septime Sévère. Comme vous pouvez le voir, on est à peu près au milieu de la vie de l'Empire romain, alors qu'il n'inclut pas la période de la royauté et de la République romaine. Ici, on parle bien de l'Empire qui commence avec Auguste, qui finit avec Romulus Augustule. On est à peu près ici. C'est vrai que le film, d'ores et déjà, nous parle d'une Rome décadente, une Rome qui est au bord de l'effondrement. Ça, c'est ce qui est présenté dans le préambule du film en texte. Comme vous pouvez le voir, en fait, il va rester encore pas mal de temps après. Donc déjà, le film nous introduit dans une Rome qui serait au bord de la périclitation, alors que pas vraiment. Mais ça encore, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Ici, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Bon, Caracalla, c'est le grand frère. Geta, le petit frère, qui est né à peu près un an plus tard. Ils sont tous les deux les fils de Septime Sévère, un empereur qui est arrivé au pouvoir militairement après s'être emparé du trône impérial de Rome. Ce sont donc deux frères qui ne sont pas vraiment issus de ces sphères depuis des longues générations, mais qui sont arrivés sur le trône à la suite de la mort de leur père en 211 après Jésus-Christ. Bon, dès le début, il y avait une volonté de co-règne, c'est-à-dire que leur mère, Julia Domna, voulait que les deux empereurs puissent régner de façon équitable. Mais vous connaissez les histoires romaines. À plusieurs reprises, on a eu des exemples qui se sont très mal terminés. À la fois Néron, qui fait assassiner son frère Britannicus pour avoir le trône pour lui tout seul, et évidemment le mythe fondateur de Rome de Romulus qui assassine son frère Rémus. À partir du moment où dès le premier empereur, roi, tout ce que vous voulez, vous avez quelqu'un qui assassine son frère pour avoir le pouvoir pour lui tout seul, vous voyez qu'il y a un problème. Et c'est vrai que, en ce sens, Caracalla qui assassine son frère vient s'inscrire dans cette tradition romaine. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il va lui-même mettre en avant. Lorsque le Sénat va lui demander des comptes, pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner son frère, il va dire « Mais regardez, je m'inscris dans la tradition romaine ». Les sénateurs ne vont rien avoir à lui répondre, puisqu'on est là dans la théologie. Effectivement, le mythe fondateur de Rome, puisque Romulus était descendant lui-même d'une lignée divine, eh bien, Caracalla ne pouvait pas être attaqué. Tout ceci était de l'ordre du divin. Concernant la scène de l'assassinat telle qu'elle est présentée dans le film, Caracalla vient sauvagement assassiner son frère directement en lui plantant un couteau dans la gorge. C'est très gore, c'est horrible, d'autant plus qu'on a le personnage de Macrin qui est joué par Denzel Washington qui derrière vient accentuer le coup, le décapiter. Bref, on est sur quelque chose qui est vraiment très hollywoodien. La réalité des faits est que ces deux empereurs se connaissaient très bien, évidemment n'étaient pas fous tels qu'ils sont présentés dans le film, mais au contraire, se connaissaient au-delà même de leur personnel. Ils savaient qu'ils étaient entourés de personnes qui leur voulaient du mal et s'évitaient complètement. C'est-à-dire que le palais impérial romain était divisé, littéralement, au sens propre, entre les personnes qui suivaient Caracalla, les personnes qui suivaient Geta. C'était vraiment assez problématique, vous imaginez bien, pour gouverner un État aussi grand que l'Empire romain,
Mais le fait est que les deux frères ne se croisaient jamais, ils restaient dans leurs appartements, dans leur salle de travail. Il faut savoir également que Caracalla lui était très porté sur le militaire, il aimait diriger les troupes, il aimait étendre les frontières, c'était quelque chose qui l'animait, là où Guetta était plutôt concentré sur les affaires civiles, que ce soit l'architecture, la construction, lui il préférait la législation, vraiment gérer l'intérieur de l'État, là où Caracalla était plus porté sur les affaires extérieures, le militaire encore une fois. C'est vrai qu'à partir de là, on comprend bien qu'on a deux tempéraments très très forts, deux frères qui sont à peu près du même âge, qui ont chacun des aspirations pour la suite de l'Empire romain, et ça ne pouvait que mal finir. On a Caracalla qui va simuler une sorte de réconciliation fraternelle en invitant Guetta et leur mère à se rencontrer dans un endroit totalement serein, loin de toutes ces affaires d'État. Il avait demandé à son frère de venir tout seul à ce rendez-vous, et à partir de ce moment-là, des gardes vont surgir, des gardes loyaux à Caracalla vont assassiner son frère. Donc, par rapport au film, ce qu'on voit bien, c'est que non, Caracalla n'a pas personnellement assassiné son frère en lui plantant un couteau dans la gorge. C'était une conspiration qui était organisée et prévue. Là où dans le film, ça se passe vraiment, on ne sait pas trop comment ça se fait d'ailleurs. Dans la réalité, c'était beaucoup plus prémédité. Et on a effectivement cette image qui nous est parvenue comme quoi Guetta serait mort dans les bras de sa mère. Dans la réalité, on n'en sait évidemment pas grand-chose. Tout ceci fait partie un peu du roman national romain. Ce qui est sûr, c'est que Caracalla, à partir de 211, devient le seul et unique empereur, et il va régner encore pendant 6 ans, jusqu'en 217, là où il va se faire assassiner par Macrin, qui est donc le personnage qu'on retrouve dans le film, avec Denzel Washington, mais qui à l'époque de l'assassinat de Guetta, n'était pas du tout encore dans les affaires courantes, il n'aurait pas pu être présent pour cet assassinat. Voilà, là on a vraiment un point de différence avec le film, mais bon, Ridley Scott a tout mélangé, il fallait un Macrin, il fallait un Caracalla, il fallait un Guetta. Il y a eu un trio, ils se sont tous assassinés en même temps, bref, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant de Macrin, une grosse différence avec le film, c'est qu'il nous est présenté comme un vendeur d'esclaves, c'est-à-dire un laniste. Dans la Rome antique, c'est la personne qui achète, qui entraîne, qui fait combattre et qui revend des esclaves. Dans la réalité, Macrin, c'était le préfet du prétoire, autrement dit, le chef des prétoriens, la garde prétorienne qui s'assurait de la défense des empereurs. Donc, on voit que dans la réalité, finalement, le complot était interne, puisque Macrin fait assassiner Caracalla en étant le chef de sa sécurité personnelle. On est vraiment sur quelque chose d'assez fou, comme si aujourd'hui les gardes du corps des présidents faisaient assassiner les présidents. Bon, c'est ce qui s'est passé à l'époque, là où dans le film, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, on est sur quelque chose de totalement différent, avec un vendeur d'esclaves qui arrive à une fonction de premier consul et qui fait assassiner la personne qui est au-dessus de lui, à savoir Caracalla. Et dernier point, pour bien comprendre cette Rome antique qui est très tumultueuse et ces empereurs qui sont complètement fous pour nous qui le voyons aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'époque, les écrivains sont également des hommes politiques. En l'occurrence, on a ici Dion Cassius qui nous parle de l'épisode Guetta Caracalla, mais nous avons aussi Suétone, Lucrèce, Sénèque, Pline l'Ancien, Pline le Jeune. Tous ces gens-là vivaient aussi dans le milieu politique. C'était des sphères dans lesquelles ils avaient tout intérêt à décrédibiliser la fonction impériale, ou dans l'ancien temps la fonction des premiers consuls. Bref, les gens influents, les gens nobles, eux, qui étaient plutôt sénateurs, voulaient se mettre en avant, évidemment, et donc venaient complètement attaquer la figure impériale. Quoi de mieux pour se mettre en avant que de critiquer l'adversaire? C'est ce que faisaient tous ces écrivains qui étaient également hommes politiques. À partir de là, on comprend bien pourquoi tous les empereurs sont dépeints assez fous. La réalité des faits, c'est que toute la clique d'empereurs fous, à savoir Caligula, Néron, Domitien, Caracalla, Commode, eh bien en réalité, ont été trafiqués par ces écrits pour nous qui les lisons aujourd'hui. Par exemple, il y a le cas de Caligula. Pendant longtemps a été montré ce personnage qui avait pris une décision assez folle, à savoir prendre son cheval préféré, Incitatus, pour en faire premier consul. Les gens de l'époque décriaient cette action comme quoi Caligula était complètement fou, il avait pris un simple animal pour en faire un haut dignitaire de l'Empire romain. La réalité des faits, ce qu'on peut analyser aujourd'hui avec un regard plutôt lointain, c'est que Caligula avait fait ça pour, au contraire, attaquer les sénateurs. Il avait nommé un cheval pour dire « vous n'êtes pas mieux qu'un cheval ». Et donc, on peut enlever cette théorie comme quoi Caligula était complètement fou. C'est la même chose pour tous les empereurs. En réalité, oui, il y en avait qui étaient déviants, il y en avait qui avaient pris des décisions folles, il y en avait pour qui le pouvoir leur était monté à la tête. Ça existe dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Mais bizarrement, pour ce qui est des empereurs romains, on a une résurgence des cas de folie qui est bien trop élevée.
qui peut s'expliquer en réalité par le fait que les historiens décrédibilisaient ces gens-là en leur prêtant des intentions qui n'étaient pas les leurs ou des maladies qui n'étaient pas vraies. Chaque empereur est décrit avec ses traits de fou. On a Néron qui chante et qui fait de la musique pendant que Rome brûle, on a Commode qui descend massacrer des gens dans l'arène comme s'il était un simple gladiateur, on a Caligula dont je vous ai donné un exemple, on a Caracalla qui assassine son frère sans vergogne, comme s'il était lui-même complètement fou, et on a Domitien qui est vraiment très compliqué dans ses affaires, qui est très violent. Bon, il faut relativiser. Il ne faut pas oublier que Caracalla a quand même fait 2 très bonnes actions dans sa carrière. Déjà, il donne la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Alors bien sûr, certains pourront dire que c'était pour faciliter l'imposition, également le recrutement dans l'armée impériale. Évidemment, ce sont des avantages indéniables, mais il donne quand même la citoyenneté à tous les gens. Et ça, c'est vraiment une bonne action. Autrement, il construit des thermes immenses, les thermes de Caracalla, qui sont encore visitables à Rome. Un ouvrage féerique qui, pour l'époque, vient complètement modifier le train de vie des habitants romains. Tout ça n'aurait pas pu être fait par quelqu'un de complètement fou qui ne savait pas gérer un État. Caracalla voulait le pouvoir pour lui tout seul, il a fait assassiner son frère. Mais c'est une pratique qui était extrêmement courante à l'époque, que ce soit chez les Romains, mais également dans les autres royaumes qui ne valaient pas mieux sur le plan civilisationnel. Caracalla s'inscrivait dans un mouvement très brutal, très violent, mais très contemporain. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement, peut-être pas pour une analyse de film, mais celle-ci était vraiment exceptionnelle, mais en tout cas pour des vlogs ou des analyses de produits. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on se dit à très bientôt. Salut!